Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Et là, salut tout le monde. Comme promis, on est reparti pour une deuxième saison de 70 minutes avec. Elle va démarrer de manière un petit peu spéciale. Quand je publie un épisode, je fais toujours des très courtes intros pour présenter l'invité et puis je lance directement l'épisode. J'essaie de rester plutôt discret. Vous qui écoutez ce podcast, a priori, vous ne savez pas grand chose sur moi, sur le pourquoi du comment de 70 minutes avec. Et pour fêter le premier anniversaire de l'émission, j'ai décidé de prendre un fidèle auditeur qui s'appelle Julien et de me poser avec lui pendant 1 heure pour débriefer cette première année. Autrement dit, si vous aimez l'émission et que vous voulez en savoir plus, c'est parfait. On parle de comment ça a démarré, de pourquoi je fais ce podcast, de ce que j'aimerais pour le futur, et on termine en parlant de ce que j'appelle l'aspect autistique de ce podcast. Et puis j'aurai aussi quelques petites annonces à faire sur de futurs projets journalistiques. Mais si, comme la plupart des gens, vous écoutez ce podcast parce que vous voulez simplement des entretiens intéressants avec des intervenants de qualité pour parler de sujets de société, honnêtement, cet épisode est très dispensable. Et c'est aussi pour ça que je publie aujourd'hui 2 épisodes. Il y a celui-ci qui est une sorte de bonus, une rétrospective sur le podcast. Et puis il y a aussi le premier épisode de cette 2e saison avec Vincent Dubois, qui est psychiatre et qui nous parle de la schizophrénie en Belgique. Ok, let's go. Salut Julien. Salut Guillaume, ça va? Ça va très bien. Julien, mais qui es-tu? Eh bien, je suis un garçon de 41 ans tout juste. Je suis le papa de 2 petites filles et le mari d'une superbe femme. Et je travaille par exemple ici chez Voice, qui est une agence de communication RP. Et je suis également un auditeur fidèle de 70 minutes avec. Tu es un auditeur fidèle de 70 minutes avec. Et c'est pour ça qu'on se parle. Ouais. Pour un épisode sans doute un peu inhabituel, hors format. Puisqu'aujourd'hui, l'invité, en fait, c'est pas toi, c'est moi. Puisqu'on va parler de 70 minutes avec pour faire un petit peu le point. Parce que, ouais, c'est vrai que je me rendais compte que on parlait assez peu de l'émission, on parlait assez peu de 70 minutes avec dans 70 minutes avec, et on parlait assez peu de moi. Et c'est vrai que les gens ne me connaissent pas, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Il y a une petite interaction sur les réseaux sociaux, des auditeurs fidèles dont tu fais partie. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je me rends compte que les gens ne savent pas forcément mais qui je suis, comment ça fonctionne, d'où vient l'idée, etc. Donc on va s'amuser un petit peu. Voilà. Après 12 mois, pour fêter le premier anniversaire de ce podcast, on va s'amuser un petit peu à faire le point et à parler un petit peu du podcast en lui-même. Du coup, je pense que tu as préparé plein de superbes questions. Ouais. Tu es un auditeur de première heure, en fait. Alors, je crois que toi, t'écoutes depuis le numéro 1, si je dis pas de bêtises. Je suis un grand fan de podcasts. Okay. Et j'ai moi-même un podcast qui s'appelle Le Pied à Orvite qui parle de communication. Et j'avoue que quand j'ai entendu un podcast dont le nom disait lui-même qu'il était belge et revendiquait sa belgitude. Et c'est à peu près tout, en fait. Avec il dit à peu près ça et c'est tout. Type, par ailleurs, sur un label de podcast, j'aime bien quand tu parles. Ouais. Tout ça m'intriguait beaucoup parce que je trouve ça témoignait d'une envie de faire avancer le schmilblick du podcast en Belgique. C'était un podcast d'entretien avec un type avec une voix un peu particulière, avec une manière un peu à lui d'aborder les auditeurs. Et je t'avoue, Guillaume, je crois que je te l'ai déjà dit, j'ai pas eu le coup de foudre au premier coup d'oreille. Tu l'as dit dans un tweet. Je l'ai dit dans un tweet. Ouais. Je dois avouer qu'au fil des épisodes, tu m'as épaté dans la manière dont tu maîtrises les sujets pour lesquels tu tends ton micro à tes invités, et sur des sujets très variés, des sujets qui me passionnent aussi, des sujets qui sont pour moi qui ont un petit peu un caractère essentiel, dans le sens où on parle des vraies choses importantes qui traversent notre société aujourd'hui. Et alors que je te prenais peut-être pour le nouveau Antonin Archer qui va donner la parole, donc j'ai posé la question dans un tweet, le Antonin Archer belge. Et Antonin Archer, qui est donc le gars de Nouvelle École, donc, qui est un podcast décédé aujourd'hui. Ouais. Je me demande, est-ce qu'on a cohabité ou même pas du tout?
Je pense que oui, quand même. Un petit Oui, peu, parce ouais. que c'est Mais fait. ça devenait très irrégulier sur la fin, quand je démarrais, il en faisait de moins en moins, je crois. Et alors pourquoi Antonin Archer? Parce que au départ, il y avait cette dynamique entrepreneuriale qui pouvait être importante. Et Ouais. tant chez Nouvelle École que chez 70 minutes et chez toi, Guillaume, j'ai senti, et je sens ça aussi dans d'autres podcasts, des podcasts qui évoluent en dehors de leur sphère initiale. Ouais, et donc ouais. toi qui es un entrepreneur, C'est ça, ouais. comment est-ce qu'un entrepreneur se dit je vais lancer un podcast, et je ne sais pas si tu t'es dit je vais lancer un podcast société, mais il est devenu. Donc moi, Vrai. Mais ouais, je crois qu'effectivement c'est bien vu. C'est effectivement le point commun qu'on a. Ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est assez bien vu le côté podcast accès plutôt. Ben, je crois que quand il a démarré, ouais, il interviewait des gens de Startup Nation. Bah oui, ouais, complètement. Voilà, le wagon, compagnie. Ouais. Et effectivement, je crois que quand j'ai démarré, je partais un petit peu sur cette idée-là de se dire, je vais interviewer des startups cool bruxelloises, on n'en parle pas assez, blabla. J'en gagne plein de startups super sympas. Et je crois qu'effectivement, quand je retrouvais la liste d'invités que j'avais envoyée à Fanny au tout début, c'était beaucoup ça en fait. Et donc quand je la retrouve aujourd'hui, cette liste, mais quelle mauvaise liste. Ouais. C'est pas intéressant du tout. Mais donc tu es entrepreneur. Ouais. Dans quel domaine? Plutôt la tech en fait. D'accord. Je crois que je l'ai vite évoqué. Je crois que c'était juste avant l'interview de Thierry Kiertz, donc le boss de Google, où j'ai très vite évoqué ma boîte, donc qui s'appelle Quick Lyric, qui est donc une app pour smartphone. Donc le pitch c'est qui détecte ce que tu es en train d'écouter et qui te propose les paroles instantanément. Et j'avais fait ça. À la base, c'était vraiment un projet de week-end qui a démarré grosso modo en 2015. Et puis c'est devenu une boîte, donc une start-up en 2017. Et c'est vrai que j'en ai à peine parlé dans ce podcast, mais c'est je sais pas si on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais c'est devenu en fait l'application belge la plus téléchargée dans le monde. Pourquoi? Parce que il y a pas beaucoup d'applications belges et il y a pas beaucoup d'entrepreneurs en Belgique, et donc il y a un peu le côté ça tu vois comment je commence en disant un chiffre qui pète tout, et puis en fait je rattrape juste après avec le côté très belge, un mec des pillards, donc très humble, voilà, où j'ai envie de très non mais je ne me répète pas, parce qu'en fait c'est le côté au pays des aveugles les borgnes sont rois, parce que il y a beaucoup de téléchargements, mais c'est facile d'être premier parce qu'il n'y a pas une grande concurrence en termes d'applications belges. Et comment elle est venue cette application? C'était mais ça c'était si tu veux, t'es un fan de karaoké ou... mais j'écoute beaucoup de musique, et je crois que c'était vraiment très, très naturellement l'idée de se dire des fois j'écoute la musique, des fois je veux les paroles, et c'est chiant, c'est trop long de devoir retaper le titre de la chanson, le nom de l'artiste sur Google, puis cliquer sur le bon lien, tu vois. Puis c'est juste une réflexion très naturelle de programmeur en fait, de se dire l'optimisation, quoi. Non, j'ai un truc qui va plus vite, et je le faisais juste pour moi à la base, et puis j'ai montré ça à des copains, j'ai montré ça à mon frère, et puis j'ai continué à bosser dessus. Plus d'un moment, je me suis dit tiens, j'ai quand même envie de mettre ça sur le store. Et en fait, le problème avec les paroles de chansons, c'est qu'il y a des droits d'auteur là-dessus. Donc quand j'ai mis ça sur le store du coup en mars 2015, mais en fait ça a tenu. Ça a cartonné assez vite. Enfin, en fait, à la base, je me suis dit bon, je sais qu'il y a un petit problème, un petit souci de droit d'auteur, mais bon, je vais mettre ça sur le store. Ça va finir 3e, 4e page. Personne ne va m'en marquer, personne ne va m'emmerder. Voilà, ça sera sur le store. Je pourrais donner le lien aux copains, et puis ce sera tout. Puis en fait, ça a fait 100 000 téléchargements en 2 mois, ce qui, à la base, je me rendais pas compte que c'était déjà pas mal à l'époque, mais effectivement, c'est pas rien. Et après 100 000 téléchargements, l'application s'est fait virer par le National Music Publishers Association of America, donc les gros, la SABAM américaine, c'est bien, c'est exactement ça. Et du coup, j'ai pu goûter en fait. Je crois que c'était un peu ça le déclic dans cette Belgique qui est pas du tout. Et je crois que ça, on en parle, hein, genre avec Gilles Van Den Burg, avec Thierry Kiertz, avec Pierre-François Lovens. Enfin, c'est un sujet qui revient de temps en temps, le côté pas du tout entrepreneurial en Belgique. Mais moi, je suis belge, donc c'était pas du tout, je
pense que quand j'ai lancé ce truc-là, j'étais pas du tout dans une logique entrepreneuriale, Startup Nation ou quoi, ou pas. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas très belge, hein, tout ça. Ouais. Mais j'ai pu goûter pendant ces 2 mois à ce kick, en fait, à ce truc de, les gens téléchargent mon app, ils laissent 5 étoiles, ils disent que c'est super bien, et puis ça, les chiffres montent, la courbe monte, et je suis super excité, tout ça, et puis. Tu gagnes des sous avec ça à ce moment-là? À ce moment-là, pas du tout, Ah, parce que je sais que ce serait encore pire et ce serait encore plus illégal, encore plus problématique. Mais j'ai clairement ça me plaît quoi, ce côté les chiffres montrent, les gens téléchargent mon application et je me dis effectivement il y a peut-être un potentiel pour le futur, mais ouais, à ce moment-là encore rien, et puis l'application disparaît. Et là, la seule logique, le seul truc auquel je pense, mais il faut que ça recommence, quoi. Comme dirait Plastique Bertrand, hein, faut que ça continue. et, et donc à ce moment-là, ouais, je rentre dans une logique entrepreneuriale. Ouais, j'apprends ce que c'est un mot startup, j'apprends ce que c'est tout ça, parce que juste je veux que l'appli revienne, quoi. Et donc c'est un process qui prend 2 ans. Et en mars 2017, elle revient. Et puis en mars 2018, elle a fait 1 million de téléchargements. Oh là là. Donc voilà, ça c'est pour fin de parenthèse, parce que on va pas faire un épisode entier là-dessus, mais, mais ça présente un petit peu mon background, en fait, hein, d'où je viens. Et à ce moment-là, j'étais étudiant à l'ULB en informatique, et juste après, je décide que en fait, j'ai plus envie d'être étudiant à l'ULB en informatique, et je décide d'arrêter mes études, ce qui est aussi pas très belge. Et à ce moment-là, tu goûtes un petit peu à l'écosystème des startups en Belgique. Ouais, sans doute, ouais. Et il y a quelque chose qui te plaît là-dedans, un petit côté. L'écosystème, pas tellement, parce que comme quand on pense Startup Nation, c'est généralement très arrogant, très péteux, très. Mais il y a certainement des rencontres que je fais à ce moment-là. Mais est-ce que tu connais Julie Foulon, toi, ou pas, en fait? Non. Mais tu la connais via de mon réputation, podcast. Ouais, et c'est puis ça. Girl Geek, etc. Voilà. Bon, ouais. ben donc c'est le genre de rencontre que je fais. Ouais. Puis pareil, Pierre-François Lovens, hein, que j'ai rencontré en fait à San Francisco. Ah ouais, ok. Ce qui est quand même c'est marrant, parce que les bureaux de la Libre sont juste à côté de chez moi. Donc ouais, des rencontres, quoi. Mais on y reviendra, mais c'est aussi un petit peu tout l'intérêt de ce podcast aussi, c'est les rencontres aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est ça que la transition que j'essayais de faire, c'est de se dire peut-être que de rencontrer des gens qui ont des choses intéressantes à dire, qui voient voilà, les startups, elles adressent toujours une problématique ou de niche ou émergente, ou pour essayer de créer un business model qui tienne la route. Et je me dis, ben voilà, peut-être que par ces rencontres, tu te dis, ben ces gens ont des choses à dire. Le podcast est un médium intéressant pour passer, et peut-être un prétexte intéressant pour passer 1h10 avec quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui se passe entre comment le podcast a démarré, en fait? Ouais. C'est la question. Et ça, en fait, au moment où je reviens de mon petit voyage avec Julie Foulon et avec Pierre-François Lovens à San Francisco, donc ça c'était en septembre 2017, au moment où je reviens, et où tout d'un coup je me dis, oh ouais non, en fait, c'est super excitant tout ça, genre plus trop envie d'aller à l'université, ça m'intéresse de moins en moins. Il y avait vraiment en fait le truc qui moi me frappait, c'était que là-bas, j'étais tombé sur un gars qui me ressemblait très fort dans bien des aspects, on va peut-être revenir là-dessus plus tard, mais et qui en gros dit ouais, bah voilà, moi j'ai commencé aussi les études en informatique quand j'avais 18 ans à Stanford, et puis après quelques mois on avait une idée de start-up avec les copains, et ça nous saoulait un petit peu les cours, donc on a arrêté l'UNIF et on a lancé une boîte, et en gros le gars il avait levé, je crois 21 ans ou quoi, il avait levé je sais pas combien de millions de dollars à ce moment-là. Bon, ça c'était la Silicon Valley, évidemment, c'est une logique très différente, mais j'étais face à lui et j'étais en train de me dire, mais comment ça fait que lui, il peut se dire, j'avais aussi ma startup qui, avec tous ces millions de téléchargements à l'horizon, tout ça, de bons chiffres qui étaient plutôt pas mal, et j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que lui, il en est même pas là, il a juste une idée et il est déjà en train de se dire qu'il veut lâcher ses études et démarrer sa boîte. Et moi pas, comment ça se fait? Et donc là je commence à avoir ce regard un peu, on va y revenir, mais sociétal, le truc de culture belge, où il y a vraiment
culture des conventions de voilà, il faut aller à l'UNIF, il faut faire finir son master et puis ensuite avoir un job très stable, une voiture de société, voilà, tu sais, il y a presque des étapes à suivre. Et moi, je reviens en Belgique et je me dis, mais comment ça se fait tout ça? Et je commence à m'interroger là-dessus. Et à ce moment-là, je publie un article qui s'appelait, je crois, des Hobbits en Belgique, parce qu'il y avait le côté non, non, c'est pas une question de taille. C'est pas une question de taille. C'est plus une question de tempérament. Bah ouais, la force des conventions, son... les habitudes, on ne sort pas des sentiers battus, ouais. on reste très voilà. Ça. Et j'avais publié ça et en fait le truc avait pas mal marché, je m'y attendais pas, mais il avait pas mal circulé. Et t'avais publié ça sur un blog? Sur Medium. Ouais, ah oui, sur Medium. Sur Medium. Et je fais ça. Puis donc un an passe, je continue avec Quick Lyric, voilà, l'aventure continue, tout ça. Et je crois que c'était l'été 2018. Je commence à me poser une autre question. Tu vois, si le premier truc sur lequel je m'interrogeais, c'était le manque de culture d'entreprendre en Belgique et pourquoi est-ce que on est. Bah oui. En fait, le pitch de base de ce premier article, c'était taux de création d'entreprise en Belgique qui est le plus faible en Europe. On n'entreprend pas en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument rester dans la sécurité, dans les conventions, tout ça? Et la deuxième question qui est venue assez naturellement à moi pour ce deuxième article, c'était quand j'étais étudiant en informatique à l'ULB, on était une centaine dans l'auditoire. S'il y a des Français qui nous écoutent, dans l'amphi, et il y avait 4 filles, quoi. Il y avait 4 filles, et j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait? C'est quand même un peu bizarre. Et là, il y a un peu cette démarche que Pierre-François Levens, quand il m'a rencontré, me disait qu'il y avait une démarche journalistique chez moi. C'est un peu c'est un peu la question que je posais à Martine Simonis quand je l'ai vu le mois dernier, là, que je lui demandais, mais est-ce que je suis journaliste ou est-ce que je suis pas journaliste ou est-ce que qu'est-ce qui se passe? Et donc la question que je me posais, c'est mais pourquoi il n'y a pas de filles dans les éditeurs de sciences informatiques? Et là j'ai vraiment bossé, mais pendant 6 mois. Et l'article, l'article, il faisait 41 000 signes, une demi-heure de lecture. Enfin, il était vraiment très très long. Et personne l'a lu parce qu'il était trop long et que c'était un sujet vraiment de niche, quoi. Enfin non, il y a des gens qui l'ont lu, mais c'était les seuls qui l'ont lu sont les gens qui sont passionnés par ce sujet-là, quoi. Donc c'est quand même assez un sujet de niche. Mais au cours de la rédaction de cet article-là, ben je vais interviewer des gens pour leur poser des questions. Je vais à l'ULB interviewer Valérie Piette, qui est donc présidente de le truc des études de genre à l'ULB. Je vais interviewer Alexander De Croo. Je lui envoie un email et il dit oui, ce qui est quand même bizarre. Et on y reviendra, mais en fait les gens que j'interviewe, on s'en rend pas compte, mais en fait il suffit de leur envoyer un email et ils disent oui. Hein. C'est pas si compliqué que ça d'interviewer des gens intéressants ici à Bruxelles en tout cas. Et donc j'accumule, voilà, j'interviewe. Deuxième épisode, c'était le Interface 3, donc une coding school réservée aux femmes pour ceux qui n'ont pas écouté. Et Isabelle Collet, une universitaire suisse bien connue qui étudie bien ces questions-là. Et donc c'est juste. Je bosse sur cet article qui me passionne et je vais interviewer des gens. Et puis au bout d'un moment, je me dis non, j'aime bien interviewer des gens en fait. Donc et là, tu as fait déjà des interviews enregistrées à ce moment-là? Ouais, donc directement en fait avec Alexander De Croo, je me dis bon, c'est quand même un invité exceptionnel. Donc je vais juste au cas où je vais enregistrer. Et direct en fait, les premiers mots c'est j'ouvre l'émission en disant c'est mon premier invité, je sais pas pourquoi, mais let's go, quoi, voilà. Et d'ailleurs, je savais tellement pas ce que c'était mon format que le premier épisode est en anglais, en fait. Si on va écouter celui d'Alexander De Croo, il est en anglais, tellement je savais pas très bien ce que je voulais faire avec tout ça. Mais je me disais, les francophones connaissent pas tellement Alexander De Croo, du coup, je sais pas quoi. Voilà, et du coup, c'est lancé comme ça, quoi. Du coup, j'ai mis 3 heures pour répondre à tes questions, mais je sais pas si j'ai répondu. Non, mais là, t'as abordé comment tu arrives à te dire je vais faire un podcast, et c'est à partir de l'épisode sur Interface 3 que tu dis ça y est, j'ai du matériel, je vais lancer un podcast. Je crois que c'est ça, ouais. Entre le premier et le deuxième, je me dis en fait, c'est un peu, j'aime bien le feeling. Et le titre, c'est par hasard, tu t'es vu ces interviews durer 70 minutes. Le titre, donc Alexander De Croo, je l'avais interviewé en mai, le Interface 3 en juin, et puis il s'est passé juillet, août, je me demandais qu'est-ce
est-ce que je vais faire ça avec Fanny? Est-ce que je vais faire ça de mon côté? Comment est-ce que je vais appeler ça? Est-ce qu'il me faut un logo? Où est-ce que je vais distribuer? Comment, quelle fréquence? Tout ça, toutes ces questions-là. Et en fait, le titre, c'était juste, bon, ben, j'ai 2 épisodes sur mon disque dur. Ils durent 70 minutes. Les potes, qu'est-ce que vous me conseillez comme nom? Et, bah, appelle ça 70 minutes avec. Ouais, voilà. Et c'est, bon, c'est pas le meilleur nom du monde, mais c'est, en fait, le J'ai fait vu que, pire, hein. ouais, le fait que le titre soit vague et très belge, Ouais. c'est parce que le podcast en lui-même n'a pas de ligne éditoriale en particulier. Enfin, il y a pas un sujet, voilà, enfin, l'ami Patrick Béja qui vient de temps en temps dans le podcast, il a un titre, il a un sujet, c'est le rendez-vous tech, parce qu'il parle de tech toutes les semaines, et voilà, et c'est très clair. Il y a pas de sujet bien établi pour 70 minutes avec, parce que ça va dans tous les sens, mais c'est le principe en lui-même, hein, enfin, voilà. Et c'est un titre très vague et très belge, parce que le podcast en lui-même est très vague et très belge, quoi. Donc c'est... Et l'idée de rejoindre un label de podcast, c'est parce que tu es... Parce que je suis pote avec Fanny, et que D'accord. je me disais, bon, j'ai une plateforme qui est, enfin, je veux pas m'embêter à Elle savoir où avait est-ce que je dois héberger, tout ça, ou quoi. Je lui envoie le MP3, elle s'occupe du reste, quoi. C'était un peu l'idée, quelle quoi. chance tu as. Ah, donc elle héberge, c'est elle qui, enfin, elle et te puis prépare. c'est plutôt sympa de faire ça entre potes, quoi. Enfin, c'est vraiment oui, non, mais on parle des invités, on réfléchit à, voilà, il y a clairement. Et j'aime bien quand tu parles, t'avais un show de Dan Gagnon, c'était aussi des interviews, je pense. Ouais, mais, et même le podcast que Fanny a lancé récemment, Les gens qui doutent, c'est aussi des interviews, donc c'est très... Et il y avait pas un troisième sur la vulgarisation scientifique, je me trompe? Ouais, ça c'est celui de Seb, donc le copain de Fanny. Et celui-là, il a duré un épisode, et puis ça c'est... D'accord, okay. Et puis il y en avait encore un autre qui était... Donc, il y avait Quistax, évidemment, qui parlait de critique musicale plutôt. Et il y avait surtout l'inénarrable Weed with Wife de Dan Gagnon, où donc il fumait de la weed en parlant avec sa femme, et qui s'arrêtait parce qu'en fait sa femme est tombée enceinte. Par la force des choses, il a fallu arrêter. Je ne sais pas s'il va reprendre maintenant qu'il a un bébé, peut-être pas. Et donc t'abordes comment cette deuxième saison qui va arriver là? Mais quand tu disais tout à l'heure, t'étais pas convaincu au début, pas certain, machin. Faut savoir que moi, j'ai un éternel, et on en a déjà parlé toi et moi en privé, mais un éternel syndrome de l'imposteur et un perfectionnisme infini. Ouais, faut arrêter maintenant. Mais soyons clairs, il y a plein d'épisodes sur les 25 épisodes qui ont été publiés, il y a plein d'épisodes où j'ai envie de dire, oh, celui-là, je l'assume pas du tout. Ah ouais? Non, pas. En fait, il y en a un que j'aurais carrément tendance à pas assumer et à jeter. À part celui-là, je dirais qu'ils sont tous ok, ils sont tous sympas, voilà, je les assume, mais quand je les réécoute, toujours des trucs où j'ai envie de me cacher sous mon lit en train de me dire que pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Il a bien marché celui que tu n'aimes pas? Parce que j'ai déjà entendu ça, des gens qui font des épisodes qui trouvent nuls et bizarrement, c'est un qui est le plus téléchargé ou le plus écouté. Non, c'était pas le plus téléchargé, le plus écouté. Il était dans la moyenne, quoi. D'accord. Moi, il y a un truc que je trouve un peu un fil rouge dans les thématiques que tu traites. C'est un peu parfois des thématiques soit de l'ombre ou un peu dont pas polémique, mais dont on ne parle pas franchement, ouvertement. Et oui, parfois, tu parlais du nombre de femmes étudiantes en informatique. C'est des problématiques sur lesquelles on jette pas toujours de lumière. Et donc, j'aurais peut-être un autre exemple. Moi, par certains aspects que tu as évoqués aussi dans l'épisode avec Martine Simonis de l'AJP, j'ai encore une problématique de genre, mais c'est des problématiques qui travaillent un petit peu notre société où parfois j'ai l'impression que c'est comme si tu avais décelé un bug dans la matrice ou un truc comme ça et que tu dis je vais aller creuser un petit peu il me faut un bug dans la matrice pour aller creuser pour lancer un épisode, parce que en fait j'ai toute une liste sur mon téléphone de gens qui me conseillent des invités. Ils me disent tu pourrais l'interviewer, un tel il est urgentiste, il est super intéressant, lui il est on m'a conseillé un jour quelqu'un qui était spécialiste dans tout ce qui est les droits de l'homme, et il est excellent, il est super charismatique, tu devrais l'interviewer. Donc je note le nom, mais ça fait pas un épisode forcément intéressant sur base de ça, parce que je suis là, ok, un invité intéressant. De quoi est-ce qu'on va parler?
Et là, c'est pas forcément très clair. Il y a des politiciens que j'ai listés et qui m'ont l'air super intéressants, mais je suis là, mais il faut un angle. Le plus simple, c'est évidemment si on a une actu, hein, quand je tombe sur bah oui, Alain Gerlache, bah tiens, puis à ce moment-là, crise gouvernementale, puis à ce moment-là, le Premier ministre qui démissionnait le matin même, je crois, ou enfin oui, je ne sais plus, mais s'il y a une actu, c'est encore mieux. Mais donc il faut effectivement un angle, et des fois il y a des gens qui demandent à passer dans l'émission, et j'essaie de creuser, de savoir tiens, est-ce qu'il y a un truc à dire ou quoi. Et un exemple marrant de ça, parce qu'en fait il y a des épisodes de 50 minutes avec qui n'ont pas été diffusés. Il y en a même un qui a eu une destinée un peu spéciale. C'était je sais plus très bien quand c'était, je crois que c'était genre en février dernier. Quelqu'un qui me contacte et qui m'explique que tiens, bonjour, je suis non-voyant. Et j'ai des trucs à raconter là-dessus, ça pourrait être un sujet intéressant. Et là, clairement, je me dis, il y a mon petit radar qui s'allume, qui dit, ouais, là, il y a peut-être un truc à faire. Même à ce moment-là, je suis pas certain de savoir s'il y a 70 minutes de podcast à faire là-dessus. Ok, d'accord, vous êtes non-voyant, bon, ok. Ensuite, et en fait, on a fait avec ce monsieur une pré-interview et alors le gars, il m'expliquait qu'il était aveugle, mais qu'il était inscrit sur les listes du Parti socialiste à Liège, que il avait été prof de religion, qu'il savait utiliser Twitter, qu'il avait un iPhone et tout ça. Et donc là, clairement, beaucoup de questions. Et je fais, ouais, ça c'est peut-être un sujet intéressant, le handicap et la technologie et être actif sur tout ce truc-là. Et donc on a parlé pendant 70 minutes. Sans que j'enregistre, parce que j'étais juste curieux de savoir avec lui de quoi on pouvait parler. Et il y a plein d'idées, j'ai noté plein de trucs. Mais en fait, à la fin, on s'est dit, ok, bah du coup, on peut faire un épisode. Il y a des trucs à dire. Et puis en fait, il a juste disparu, le monsieur. Et en fait, son Twitter est plus du tout actif. Donc du coup, peut-être qu'il n'est plus avec nous. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais donc c'est un peu comme ça, quoi. Que l'épisode arrive, c'est un peu. Ils surgissent de nulle part. Et il y a pas vraiment de recette pour trouver un bon épisode, mais par contre il y a des critères pour en refuser un, quoi, parce que tout ne fait pas un bon sujet. Moi je trouve que je t'ai déjà suggéré des sujets. Je m'en souviens plus d'ailleurs. Si, c'était le lancement d'un programme d'accompagnement de journalistes. C'était très tôt, oui, quand tu connaissais pas encore très bien l'émission. Mais tu vois, j'ai eu du flair, je me suis dit qu'il y avait du potentiel. Et donc je t'avais proposé ça, mais je sens effectivement que tu as besoin qu'il y ait un petit grain de sel, un bug dans la matrice, quoi. Un bug dans la matrice pour dire, ben voilà, je vais aller décortiquer ça peut-être pendant 1h10. Avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des épisodes dont tu es vraiment particulièrement content, par contre? Alors, si je devais faire un peu mon top 5 dans le désordre, hein, pas du premier au dernier, mais clairement, mais bon, le tout premier a une place spéciale dans mon cœur. C'est bon, pour des raisons un peu historiques, mais même quand je le réécoute, mais je trouve que je me suis bien débrouillé pour un tout premier, quoi. C'était loin d'être dégueulasse. Je posais plutôt des bonnes questions, je trouve. Un qui est très spécial et que j'ai beaucoup aimé, qui a une place spéciale dans mon cœur, c'est celui avec Charlotte Bellière, donc l'épisode 14 qui était donc celle qui était la dame qui était prof pour les enfants migrants dans une école d'ASPA à Molenbeek. Oui. Et donc c'est une fille qui est très charismatique, très sympa, un sujet qui est très intéressant, et puis en plus vers la fin elle me pose des questions à moi et je parle un petit peu il y a une grande humanité chez cette dame en plus. Oui, il y a une grande humanité, et en plus il y a une dynamique très naturelle, conversationnelle, que je retrouve pas forcément. Enfin, je veux dire, quand j'interviewe, je sais pas, un politicien ou un journaliste ou un Alain Gerlache, il est pas toujours naturel pour l'invité de tout d'un coup me dire, hey, tiens, et toi Guillaume, comment ça t'est venu cette question-là, tiens, tu viens d'où toi? Elle, ça lui a amené naturellement, parce qu'il y avait vraiment un truc très très conversationnel, très naturel, on était sur la même fréquence, elle et moi, et ça ça fait un très bon épisode quand on arrive à faire ça. Et ensuite un épisode que j'ai adoré, c'est évidemment celui avec Julie Dachet, où on parlait donc de la question de l'autisme chez les femmes, et celui-là c'est très clairement dans le top 3. Je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, il y aurait sans doute aussi celui. C'était une interview en Skype, ça, non? Ouais, parce qu'elle habite à Nantes. Ouais. D'accord. Et pourquoi tu l'as adoré? Alors, mais il faut remettre ça dans le contexte donc j'ai fait 3 épisodes sur l'autisme à la base, en fait, je voulais juste en faire un. Je me suis dit bon,
je vais prendre des experts sur le sujet. Je vais en prendre 2. Donc il y a Guy Lamagerotte qui est très connu, qui a eu la Légion d'honneur pour ça. Et alors je vais prendre Eric Willet. Donc voilà, deux professeurs émérites qui ont travaillé là-dessus, qui sont des experts bien connus dans le milieu en Belgique. Voilà. Et je vais préparer aussi une longue intro de 15 minutes pour expliquer un petit peu, tiens, c'est quoi l'autisme, parce que je me dis, bon, les gens, ils savent pas ce que c'est, et donc je bosse là-dessus pendant des semaines, et puis je prends mon train, et je vais jusqu'à l'université de Mons, et j'interviewe ces 2 personnes. Et je suis très content de mon intro sur laquelle j'ai bossé pendant 2 semaines, je suis très content des explications qu'ils peuvent fournir sur un peu le côté historique de les évolutions entre guillemets des traitements. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais dès qu'on part dans le côté sociétal, le côté bug dans la matrice, de tiens, mais les femmes qui ont de l'autisme, elles sont mal repérées, qu'est-ce qui se passe ou quoi? Ben, ces messieurs sont plutôt vieux et donc présentent une approche plutôt datée, qui fait que je sors de cette salle en me disant bon, c'était sympa, mais je disais, hein, ça sent un petit peu les vieilles chaussettes, c'est pas parfait. Et donc, mi-figue, mi-raisin, un petit peu déçu, content, mais un peu déçu quand même. Même chose, j'interviewe Hugues Daillet, où il est super intéressant quand il parle de cinéma belge, la RTBF, tout ça. Et puis, quand on commence à parler de son fils, qui est donc autiste, il y a à nouveau des trucs qui me dérangent un petit peu, quand par exemple, à un moment donné, il dit... oui, non, les personnes autistes ne finissent jamais le parcours classique à l'école, ça n'arrive jamais. Et je suis très dérangé par ça parce que c'est parfaitement faux. Et donc, pourquoi est-ce que j'adore cet épisode avec Julie Daché? C'est parce que avec elle, on peut enfin remettre un peu les pendules à l'heure et présenter un peu Et en même temps, ça m'aurait dérangé si j'avais juste fait cette intro. Mais d'ailleurs, l'intro, normalement, à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement, l'intro est dispo en vidéo de 15 minutes que vous pouvez envoyer à vos copains et vos copines qui expliquent en gros en 15 minutes tiens, c'est quoi l'autisme? Parce que généralement on a une mauvaise idée de ce que c'est, parce que c'est un terme qui a reçu une connotation péjorative au fil des années, mais donc c'est cette vidéo dont je suis assez fier, qui explique un petit peu le fonctionnement de l'autisme, comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Si j'avais juste fait cette intro là et juste interviewé Julie à côté de ça, même si j'adore cette interview, même si je suis très fier de cette intro, je pense que ça n'aurait pas suffi. Et il aurait fallu, en fait, et c'est juste le hasard qui fait bien les choses, mais il aurait fallu avoir cette approche de toute façon, mais datée, pour avoir une vision complète de l'autisme et pour bien comprendre, comment on voit les choses aujourd'hui. Est-ce que tu as reçu du retour particulièrement sur cette série consacrée Alors, le truc qui est un peu flippant, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont contacté pour me dire qu'en fait, mais tiens, en fait, mais je pense que je suis autiste, en fait. Ah ouais. Ce qui montre bien, encore une fois, que c'est super récurrent, super répandu, et que c'est pas juste les personnes en situation de handicap important, les personnes qui ont besoin d'une assistance importante. On se rend pas compte, mais il y a des autistes partout, dans la presse, des gens super, les personnes les plus connues, c'est des gens comme Eminem, comme Bill Gates, la veuve de Kurt Cobain, enfin des célébrités. Bon, ça, on va dire c'est anecdotique ou quoi, mais vraiment, les autistes sont partout. Et pourquoi ça te fait flipper de recevoir ce feedback-là? Donc c'est un peu inquiétant en fait quand on se dit ah ouais, en fait j'ai publié un MP3 sur internet et en fait j'ai changé la vie d'une personne à l'autre bout du monde. Enfin pas à l'autre bout du monde, mais en l'occurrence c'est des gens qui habitent au Canada, en France, en Belgique, quoi. Donc c'est plutôt c'est pas flippant, mais c'est décontenançant, quoi. Ça donne un peu le vertige, quoi. Et mais tu crois pas que si tu reprends ta logique d'aller voir là où il y a des bugs dans la matrice, et là où ça coince, et là où des problématiques qui sont pas vraiment le fait d'arriver à soulever ces problématiques là, de recevoir du feedback intéressant, c'est quand même une plume à ton chapeau, quand même. C'est plus une réussite qu'un échec, hein. Ça c'est clair. Mais ça reste intimidant, quoi. Et pourtant j'ai l'impression que tu t'interroges encore un petit peu sur de quoi je parle dans mon podcast finalement. Ah mais c'est sûr que si tu me demandes de quoi j'ai envie de parler dans 3 mois, peut-être qu'il y aura un épisode qui se rajoutera dans mon top 3, dans mon top 5. Je sais pas encore ce que c'est. Donc
j'avance très lentement en termes de qui je veux inviter dans mon podcast. Ouais, c'est aussi dû au fait que c'est pas mon activité principale et que c'est pas ce qui m'occupe 5 jours sur 5, enfin 7 jours sur 7 plutôt. Et donc c'est pas nécessairement le sujet, c'est le sujet corrélé avec un contexte, avec peut-être aussi des personnes. Il faut une série de bons ingrédients, hein. Ça c'est clair que l'épisode que j'aime le moins, qui donc je peux le dire, hein, pour moi c'est très clair, hein, c'est celui avec Frédéric Martel, qui est donc celui où on a parlé du secret de l'homosexualité au Vatican, ouais. Qui était donc un peu particulier puisque premièrement j'avais été prévenu 24 heures à l'avance, donc j'avais eu très peu de temps pour préparer l'émission, et deuxièmement il était au bout d'une journée d'interview, donc il était un peu usé, et il était très fort sur des rails dans une logique d'interview on me pose toujours la même question et j'ai ma réponse préécrite de 2-3 minutes max, quoi. Et donc c'était moi qui n'étais pas préparé. J'espérais qu'on puisse démarrer sur des tiens, mais puisque vous dites ça, mais ça me fait penser à ça, quoi. Mais lui, il n'était pas du tout dans cette logique-là de conversationnelle, évolutive, ou puisque tu dis ça, voilà. Et du coup, c'était très froid, en fait. Ça s'est arrêté après 1 heure, quoi. Mais ça aurait pu, en fait, si j'étais tombé sur quelqu'un de très charismatique, qui a envie Il a peut-être envie de reprendre son talisman, hein, aussi. Voilà. Mais si j'étais tombé sur quelqu'un qui n'est pas fatigué, quelqu'un qui a de la tchatch, machin, tomber sur un bon client, mine de rien, ça fait tout, quoi. Et comme je disais, si Charlotte Bellière avait été chiante, ça aurait été un mauvais épisode. Donc finalement, quand on fait un podcast d'interview, on dépend toujours très fort, et surtout quand on fait des interviews avec des gens qui sont pas forcément des superstars, comme Charlotte, comme Julie Dachet, mais on dépend très fort de son invité. Et donc ce qui fait un bon épisode, bon, déjà c'est d'une part la préparation, le sujet en lui-même, la préparation en plus de ça, et en plus voilà, le fait d'avoir un bon client, c'est quand même un facteur très important. Après une année d'exercice, tu es content du médium que tu as choisi, du podcast. Mais je saurais pas imaginer en faire un autre, hein, parce que la production vidéo, c'est encore pire en termes de travail, et ça c'est inimaginable. Ce serait peut-être un par trimestre ou quoi. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien écrire des articles, mais ça m'a pris 6 mois pour un sujet. Avec le podcast, mine de rien, tiens, le journalisme en Belgique, tiens, le sexisme, la misogynie ambiante, tiens, l'autisme, tiens, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Enfin, plein de, je touche à tout. Et ça, c'est cool à ce niveau-là. Et ça en vient à la question de pourquoi est-ce que je fais ce podcast? Mais je le fais pas pour l'argent. Je gagne pas d'argent. Mais la raison principale, c'est vraiment, c'est très rentable humainement, je trouve. C'est vraiment, je gagne pas d'argent, mais je grandis en tant que personne et je fais des rencontres super géniales. Mais des personnes comme Myriam Leroy, des personnes comme Julie Dachet, Charlotte Bellière, tout ça sont des gens avec qui aujourd'hui je peux échanger des emails quand j'ai envie, et qui, voilà, il m'arrive que sur un coup de tête, je pose une question à Julie ou à Myriam ou quoi, et c'est the friends we made along the way, et en plus les choses que j'ai apprises, quoi. Un épisode que j'ai pas cité dans mon top 5, c'est aussi l'épisode avec Giuliano D'Empoli, où on a parlé incroyable. Mais merci, je suis très content. Il y a des retours qui n'étaient pas toujours positifs à sujet de ces épisodes, mais moi j'en suis très content. C'est un de mes épisodes préférés, dont je suis très fier. Et donc ça, c'est très clairement quelque chose où j'ai appris beaucoup. Donc j'ai des rencontres exceptionnelles, des amis que je me fais, et des choses, des sujets sur lesquels je m'informe, et donc des choses sur lesquelles j'apprends énormément. Et donc ça, c'est vraiment le but, quoi. La finalité de ce podcast, c'est ça. Enfin, finalement, c'est très égoïste, en fait. Je le fais avant tout pour moi, et aussi je le fais aussi accessoirement pour les auditeurs. Je réfléchis aussi, très important quand même de savoir si ce que je fais va intéresser les gens, et si ça va apporter, voilà, est-ce que les gens vont apprendre quelque chose, presque une logique de service public, en fait, de se demander qu'est-ce qui pourrait servir. Mais ce qui est moi m'interpelle, c'est que je trouve que quand je t'ai suggéré des sujets, je sentais que tu m'as challengé un petit peu de savoir en quoi ce serait intéressant, et je trouve que c'est une de tes forces malgré tout
d'aller chercher là où ça coince, et donc si tu as encore des questionnements par rapport à ça, je pense que tu peux les mettre un peu de côté et d'assumer un peu ce côté-là et arrêter les épisodes que j'ai cités, ça c'est clairement, là je les assume à 300%, j'en suis même fier, hein, ces épisodes-là. Il y en a où je suis un peu moins content, mais en fait, bon, pour être totalement transparent, le dernier que j'ai fait, où j'étais complètement malade au bout de ma vie avec Martin Simonis. Ça c'est pas entendu, je trouve. Mais... De quoi? Je l'ai pas remarqué, moi. Tu le dis. En termes de préparation, ça a clairement affecté la préparation, puisque j'étais pas au top de la forme. Au niveau de la voix, ça s'améliore au fur et à mesure de l'épisode, mais on entend, je crois, très bien au tout début que j'ai une voix super rock, mais bon, soit, fin de parenthèse. Mais cet épisode-là, il y a parfois des épisodes que je publie, il est pas honteux, il est pas mauvais, mais bon, je me dis, bon, c'est run of the mill, c'est un épisode, voilà, c'est pas exceptionnel, bon, voilà, je le publie. Et puis parfois, je suis parfois très surpris de voir des feedbacks, mais oui, j'ai des gens qui m'ont envoyé des retours par email, même des personnes parmi des anciennes invitées qui étaient très contents et très satisfaites. Donc parfois je suis moi-même surpris du niveau de retour que je reçois. Et c'était quoi ta question? J'ai oublié. Si tu devais douter. Oui, voilà, si tu doutais, voilà. Bon, je doute encore, mais ouais, visiblement, il y a des gens qui sont beaucoup plus qui aiment beaucoup plus ce que je fais que moi quand j'ai publié. Mais le doute n'est pas présent pour tous les épisodes. En revanche, donc il y a cet épisode-là avec Frédéric Martel où j'assume à moitié. Voilà, c'est un peu l'épisode bâtard. Est-ce qu'il y a t'écoutes toi des podcasts? Bien sûr, j'en écoute plein. Natif ou Catch-up Radio, les deux? 5 heures cinéma est un podcast un peu particulier puisque c'était une émission de radio qui n'est plus une émission de radio mais qui conserve un peu les codes de l'émission de radio où il continue à se voyer malgré tout. À part celui-là, je crois qu'en fait c'est le dernier que j'écoute qui vient de la RTBF en fait, je m'en rends compte. Pendant longtemps, j'ai écouté des trucs du style American Life qui en fait c'est une émission de radio. Moi maintenant, je crois que je l'ai viré de ma sélection. American Life, c'est les mêmes producteurs que Serial et tout ça? Oui, tout à fait, oui. Et si on prend des podcasts comme comment s'appelle-t-il encore, Reply All, il y a en fait toute une culture de podcasts qui vient de This American Life qui a enfanté beaucoup de podcasts parce que c'est quand même l'alpha et l'oméga du podcast, ce truc. Mais donc, pas nécessairement des podcasts sociétaux d'entretien comme toi tu fais par exemple. Mais je crois que en fait, oui, c'est un sujet qu'on a jamais abordé dans l'émission, mais j'écoute beaucoup de podcasts d'une part de technologie, hein, parce que c'était un peu l'idée à la base, mais aussi beaucoup de podcasts de jeux vidéo. Ah ouais. Et ça, c'est encore jamais arrivé dans l'émission. J'aurais peut-être bien envie d'aller interviewer les gens de chez Larian Studio à Gand. Donc c'est des podcasts jeux vidéo belges dont on peut être carrément fier. En fait, on n'est pas très chauvin en Belgique, mais eux ils font des trucs assez exceptionnels. Puis ils ont appris des licences phares sur lesquelles ils sont en train de bosser en ce moment. Ça c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de faire. Mais à part ça, en termes, est-ce que j'écoute des podcasts plutôt au côté sociétal? Mais le seul qui se rapproche le plus, c'est un truc qui s'appelle Social Media and Politics. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment axé comme ce qu'on a fait avec Giuliano da Empoli. Donc c'est le côté un gars qui fait des fake news, qui vient expliquer pourquoi il fait ça, un gars qui fait des gifs de trolls retweetés par Donald Trump et qui vient expliquer tiens moi je fais ça, voilà pourquoi je le fais. Ça c'est bon, c'est ce qui se rapproche peut-être le plus de certains épisodes, mais c'est vrai que un truc aussi fourre-tout que 70 minutes avec, c'est vrai que j'écoute pas et je connais pas. Il y a Thinkerview, mais qui est un peu plus, tu connais ça? Oui, je connais, et j'ai toujours trouvé que c'était très arrogant, mais c'est très français, quoi. Ouais. Mais moi j'ai un côté très empathique comme ça, et donc ce qui parfois en interview me pose un petit peu un problème parce que je rentre très vite dans la logique des gens, etc. J'ai du mal parfois à rester un petit peu sur la touche. Lui, c'est l'antithèse de ça. Il est vraiment très froid, et arrogant et rentrant dedans. Mais parfois, du coup, tu vois ça comme un point positif ou Oui, mais c'est parfois
je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mais que tu peux avoir une fascination pour tes contraires, si Ouais. tu veux. C'est-à-dire, oui, c'est ça, oui. Donc, lui, c'est ton contraire, et du coup, il c'est un peu fascine, se dire, ok, putain, comment est-ce qu'il ose, quoi. Et dans un format interview où les règles sont claires, tu viens pas pour te faire descendre, mais effectivement, en tout cas, il va pas te faire de cadeaux, ce type. À moi aussi, c'est mon contraire, et donc ça peut être intéressant pour certains invités, mais moi, je reste quand même dans une logique très très chill, en fait, très conversationnelle, voilà, d'égal à égal. Martine Simonis, c'est pas ma pote, je la connais pas plus que ça, pourtant je m'assieds en face d'elle et je la tutoie, quoi. Et c'est comme ça que je veux faire. Et dans les prochains invités, il y a des gens très intimidants. J'espère que quand j'arriverai en face d'eux, j'oserai les tutoyer. On verra si j'y arrive. Ah, oui, c'est ça. C'est la géométrie variable. Il y a des gens que tu as déjà. Mais en fait, je pense que la personne à qui je pense là maintenant, je pense que je vais juste me poser en face d'elle et je vais juste lui demander, bon, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se voit, parce que je sais pas encore comment on va faire. Mais moi, ce que je souhaite plus que tout, c'est un truc où on est très à l'aise en face de l'autre et on n'a pas cette logique très RTBFienne on se connaît depuis 20 ans et pourtant on se voit quand même. Et finalement, c'est un bon exemple de ça, c'est Hugues, quand il est dans le podcast, quand il est quand il va dans le JT et qu'on lui demande de poser ses lunettes alors qu'il n'en a pas besoin et qu'on lui demande de donner la critique et il a ça. C'est une performance, en fait, voilà. Il y a des podcasts qui reprennent les codes de radio où c'est presque une performance, presque comme quand on va chez Stephen Colbert pour le Late Show, on sait déjà ce qu'on va dire et on sait déjà comment on va le faire et c'est presque un numéro très répété et il y a des codes, quoi. Ouais. Moi, je suis pas dans la performance. Je suis dans l'authenticité, tout en étant super concentré sur ton sujet et mais c'est ça qui me permet c'est ça qui me permet d'être authentique et d'être concentré. C'est le fait que je suis moi-même, quoi. Ouais. Et donc tout ça, j'ai un peu perdu là où j'en étais. C'est pas grave. Oui, en fait c'est pas grave. Mais oui, c'est ça. Mais donc Hugues, quand il est au JT, quand il est dans 5 heures cinéma, très carré. Quand il est dans 70 minutes avec, il explique qu'il a envie de péter la gueule de Joseph Chovanec, voilà. Oui, il était très en colère. Hein. Oui, mais en colère parce que tu sens de la souffrance aussi. Il était lui-même, quoi. Ouais. Mais tu vois, si tu dis que c'est touchy, c'est que il y a aussi des codes, quoi. Il y a aussi une code de l'interview. Je vais pas t'amener sur des trucs. Je suis pas non plus un mentaliste. Hein. Je vais pas réussir à faire accoucher des trucs super sensibles. Je pense pas que c'est possible d'avoir Hugues en face de moi et de faire oui, en fait je suis tout à fait misogyne. Je pense pas que ce soit possible de faire ça. Hein. C'est pas le but non plus. Je suis très content de l'interview que j'ai eue avec Hugues, quoi. Est-ce que tu te vois évoluer en tant qu'intervieweur au fil? Mais je vois l'évolution que j'ai déjà faite. Parce qu'en fait, globalement, pour être tout à fait franc, donc le 7e épisode c'était avec le 7e épisode c'était avec Dan Gagnon. Ouais. Et c'est le dernier, c'est à partir de celui-là où j'arrête d'inviter juste des potes. Bon, il y a Alexandre De Croo qui est un peu une exception, évidemment, mais avant celui-là, c'était, je vais inviter Julie Foulon, que je connais très bien. Tiens, j'ai plus d'épisode. Je vais envoyer un DM à Dan, je vais lui demander s'il veut venir. Voilà, Dan, il vient, voilà. Et à partir de là, je commence à avoir des invités comme Nadia Gertz, comme Philippe Van Pares, comme Alain Gerlache, où on approche des sujets qui sont beaucoup plus dans une logique sociétale et des invités qui sont beaucoup plus legit, quoi, beaucoup plus importants, des invités qui maîtrisent leur sujet, tout ça, beaucoup plus que Dan Gagnon ou avec qui on parle de Warcraft en faisant des blagues à la con pendant 1 heure. Très bon épisode aussi que j'aime beaucoup, qui va aussi dans mon top 5, je pense. À partir de ce moment-là, il y a un déclic. Je pense qu'il y a un petit passage à vide à partir de l'épisode 16 avec Frédéric Martel, où je me perds un petit peu. Mais je crois qu'à partir de l'épisode 20, là, il y a vraiment, si je puis dire, avec donc épisode 20 avec Hugues Daillet, épisode 21 Julie Daché, épisode 24 Giuliano D'Empoli. Donc il y a vraiment une montée en puissance. Une montée en puissance en termes de qualité d'invité, en termes de préparation, puisque j'ai beaucoup préparé, donc l'épisode avec Giuliano D'Empoli, puisque j'ai lu son bouquin, l'épisode avec Julie Daché, j'ai lu ses 2 bouquins, donc j'ai beaucoup plus de travail, des invités qui sont pas forcément connus, Giuliano D'Empoli, je sais pas qui connaissait ça avant de lancer le podcast, Julie Daché, pareil, mais qui sont quand même des invités super intéressants. Donc là, je vois une différence de qualité, je vois
la courbe qui monte et qui descend. Et maintenant, elle est clairement elle est clairement en train de monter. Et donc, j'espère que ça va continuer à monter. Et du coup, je me mets un peu la pression en disant ça. Et du coup, ça renforce mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ouais. On va voir. J'ai des invités sympas pour les mois prochains. Est-ce que ça va faire des épisodes réussis? On verra. T'as besoin de reconnaissance de légitimité? C'est quelque chose qui te travaille un peu? Quand tu posais à Martin Simonis, si toi t'étais journaliste, c'est une vraie question qui te travaille ou pas? Mais c'est-à-dire que je peux affirmer sans problème de dire, je suis un journaliste hobbyiste et j'ai une approche très journalistique. Ça, j'ai pas un syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Mais en revanche, en termes de est-ce que ce que je fais est bien ou pas, oui, il y a parfois des épisodes que j'assume à moitié et où tout d'un coup, je reçois sur les réseaux sociaux des feedbacks super positifs, où là, je me dis, merci beaucoup, j'avais pas l'impression de mériter ça, et donc, il y a un peu de ça, quoi. J'ai une certaine humilité que je chéris et j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui se la pète, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui devient super arrogant par rapport à son podcast. En fait, voilà, c'est toute la question. Il y a quelques années, il y a un truc qui s'appelait Beta Group, je sais pas si tu connais. Ouais. Ça n'existe plus, mais c'était justement à l'époque, autrefois animé par Julie Foulon. Et puis pendant un temps, elle s'est fait dégager, et donc c'était repris par une autre Julie Kreutz. Et elle a fait un truc très différent, beaucoup plus péteux, à flaget, avec des dégustations de whisky avant les soirées, tout ça. Et un jour, un de ses invités, c'était Alain Hubert. Et donc, j'étais allé parce que, tiens, Alain Hubert, c'est intéressant, je le connais pas très bien, il a peut-être des trucs sympas à dire. Et pendant son speech, il commence à parler il parle un peu d'humilité, et puis à un moment, il parle un peu de confiance en soi, il parle un peu des deux, tu sais, et c'est un truc qui revient souvent quand on parle parce qu'il était là pour parler de culture d'entreprendre. C'est un truc qui revient souvent quand on parle de ça, de culture d'entreprendre. Et donc, à la fin, il y a une question-réponse et je lui demande, mais vous parlez de confiance en soi et en même temps, vous parlez d'humilité, mais comment vous faites pour avoir un peu l'équilibre? Comment ça marche? Et là, il me raconte une histoire, et c'est son histoire, hein, c'est pas la mienne, mais il explique que quand il se retrouve au pôle Nord et qu'il est face à ces étendues de glace, de neige infinie, et que lui, il est un tout petit, un petit bonhomme face à ça, il faut à la fois être humble face à cette étendue infinie de glace et se rendre compte qu'on est tout petit et qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas grand-chose, tout ça. Et en même temps, il faut avoir confiance en soi pour se rendre compte que si on a confiance en soi, on peut y arriver. C'est possible. Et je trouve, c'est pas une quote qui est facile à tweeter, ou c'est pas une quote qui est facile à balancer, mais ça va vraiment parler de cette espèce d'équilibre de dire, ok, on n'est rien, mais on peut y arriver si on peut le faire. Et je sais plus du coup à quoi je répondais, mais je crois que c'est la question du besoin de légitimité. Syndrome de l'imposteur, légitimité, voilà. Je chéris mon humilité, et en même temps, ça c'est très macronien, et en même temps, j'ai pas envie que ça me bloque. J'ai pas envie que cette humilité me bloque. Non. Mais j'ai envie que... Non, parce que tu dois avoir du culot pour aborder les questions. Certaines questions, ouais. Oui, c'est thématique aussi, c'est ça que je voulais dire. Quand tu embrasses des questions de société, effectivement, c'est pas comme une banquise, mais c'est un peu comme une montagne qu'il faut avoir le courage d'escalader. Et en fait, à travers les thèmes que tu explores, est-ce que tu as, outre une curiosité, la volonté de la rencontre que tu as, est-ce que tu as envie de savoir un peu mieux comment ce monde fonctionne et de partager la vision des gens que tu invites? Là, on en revient à pourquoi est-ce que je fais ce podcast, qui est donc une démarche très égoïste, très personnelle en fait, hein, qui est de dire, je me pose des questions, il y a des choses que j'ai envie de mieux comprendre, et donc, en fait, je pense que faut bien voir que début 2019, quand je songe vaguement à faire un épisode sur l'autisme, même si ça me concerne directement, j'y connais rien en fait. Hein. Je suis pas un expert sur la question. J'ai un bouquin sur le sujet qu'on m'a filé, qui traîne sur mon bureau, qui prend la poussière. Je le lirai un jour, mais pas plus que ça. Et en fait, ce podcast, ça me permet vraiment de faire le déclic et de dire, en fait, c'est un sujet intéressant. Je connais des choses, mais je suis pas un expert. Mais par contre, je sais que ce serait intéressant, de nouveau dans une démarche un peu logique. Je travaille pas pour la RTBF, mais un peu une logique de service public. Voilà, de dire tiens, c'est un truc qui pourrait informer les gens. Ce serait cool si les gens,
connaissez mieux ce sujet qui est très mal connu. Ouais. Et donc il y a cette démarche là pour les gens, mais aussi pour moi-même, quoi. Ouais. Et même chose avec l'épisode avec Giuliano D'Empoli. Il y a ce truc qui se passe avec le Lams Blanc qui cartonne et on se dit ils ont investi à fond sur Facebook, sur les réseaux sociaux et on essaie de comprendre. Tiens, c'est quoi, comment ça marche, comment c'est quoi cette logique d'extrême droite et de Facebook. Et voilà. Et là, je trouve le gars qui a publié le bouquin exactement qui parle de ça et j'envoie un email et parfois ça mord pas, mais là ça a mordu. Et donc c'était très cool que ça puisse se faire, quoi. Donc ouais, il y a aussi cette logique de non seulement pour moi, mais aussi pour voilà, dans cette logique de service public, ouais. Moi de quelque part, moi je suis un mec de communication. Ouais. Je fais des relations presse et si j'ai un point commun avec la démarche que tu as, c'est que on est dans une période de transition à plein de niveaux. J'ai des marques qui souhaitent communiquer leur démarche. Et donc, moi, quand j'ai la chance de pouvoir travailler sur une marque qui a un engagement sociétal ou une organisation, pas nécessairement une marque comme la région bruxelloise qui communique sur la mobilité ou sur l'égalité des genres, des chances. J'aime me dire que par mon métier, en approchant des journalistes en leur disant tiens, tu connais ces problématiques, voilà comment on les nourrit, voilà comment on les construit, voilà l'histoire que tu pourrais raconter. Et tout ça se fait sur des formats plutôt longs, quoi, et pas sur des formats courts comme une affiche dans le métro ou comme des social ads incitant à la haine du Vlaams Belang. Et donc je me dis que voilà, c'est parfois un peu don quichotesque les démarches dans lesquelles on est, de vouloir essayer de comprendre comment le monde fonctionne et de partager nos réflexions avec les gens. T'as déjà envisagé d'autres shows? Mais c'est marrant que tu dis ça. Donc des shows. Est-ce que je vais devenir YouTuber ou est-ce que je vais me lancer sur Twitch à faire une émission toutes les semaines ou je sais pas quoi. Oui, ou un autre épisode, un autre podcast, format, quoi, ouais. Alors, mais je sature à mort. Il y a une auditrice, une charmante auditrice qui m'a envoyé un email il y a quelques semaines et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse plus de podcasts. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que je suis pas payé pour faire ça. Hein. Donc j'ai une passion. Je fais ça avec un plaisir qui est sans fin. Mais j'ai pas le temps. Je peux pas m'investir plus que ça pour faire. Mais 70 minutes avec déjà hebdo, ce serait déjà. Je saturerais déjà à mort, je pourrais pas faire ça. Ouais. Donc non, je peux pas faire ça. Par contre, il y a des trucs que je peux annoncer. C'est que je vais, à partir de Breaking News, dans mon propre podcast, à partir de septembre, donc à partir de maintenant en fait, à partir de tout bientôt, je vais écrire de manière semi-régulière des chroniques dans la Libre Echo, donc la Libre Belgique, donc sur leur site et occasionnellement, s'ils aiment bien, ça finira dans le format papier aussi. Donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Il y a pas de forme de régularité imposée ou quoi, mais je pense que ce sera au moins une fois par mois. Hein. Et ça parlera de la Libre Echo, c'est plutôt des sujets entrepreneuriaux et éventuellement technologiques, quoi. Donc par exemple, on parlait un sujet qui m'est cher et qui est le manque de femmes dans le secteur informatique. Il y a une école qui est ouverte il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle l'école 19. Et donc, mon ami Pierre-François Leven s'était allé sur place pour faire le reportage. Il y avait Xavier Niel qui était venu et il y avait une grande photo qui avait été prise. Et dessus, on voyait une centaine d'élèves, tous des garçons, sauf... il y avait la directrice pédagogique qui était une femme, il y avait les grandes pompes, il y avait quelques femmes, voilà. Mais parmi les élèves, il y avait la directrice pédagogique, et il y avait une fille parmi toutes les élèves on peut jouer à trouver Charlie si on veut sur la photo pour trouver la fille qui est coincée, voilà. Et donc c'est un cas qui est très intéressant et c'est un article que j'aimerais développer de questions de tiens mais qu'est-ce qui fait que à Molenbeek par exemple il y a 40% de femmes et qu'à l'école 19 inversement il y a une culture, il y a un truc qui est développé et qui fait que tiens les femmes viennent pas. Et donc c'est un truc que j'aimerais développer. J'ai déjà pris rendez-vous avec le staff de l'école 19 pour développer cet article. Donc ça c'est une première idée d'article. J'en ai d'autres pour après. On verra un petit peu ce que ça donne. Et alors un autre truc que je peux annoncer qui est sympa, c'est que
BX1, la chaîne bruxelloise, chaîne télé bruxelloise, va ouvrir une chaîne radio, pas en FM encore parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir une fréquence, mais au moins une web radio et puis très certainement une fréquence en DAB+, et in fine, ils espèrent avoir une fréquence FM. Mais ils vont faire en fait une quotidienne, si j'ai bien compris, avec Jean-Jacques Delowe, pour parler de podcast. Ah oui, ok. Et donc, ils vont inviter très régulièrement des podcasteurs bruxellois, ou bien des podcasteurs qui parlent de Bruxelles. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui habitent pas à Bruxelles qui font des podcasts pour parler de Bruxelles, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, dans cette émission, avec Jean-Jacques Delowe, je serai invité, très certainement plus d'une fois, pour avec des bouts de 70 minutes avec, pour en fait parler de podcast et parler de 70 minutes avec. Cool. Et donc ça demande pas de travail en fait, puisque le travail est déjà fait. Donc ça, je pense que autant les chroniques que les je ne sais pas comment s'appelle cette émission encore, on ne m'a pas encore dit, mais les émissions de radio, je vois ça comme des trucs. Tu sais, il y a justement dans Nouvelle École, il y avait un épisode où le slogan, la morale de l'histoire, c'était il faut provoquer la chance. C'était Navo qui disait ça, je crois. Et je vois un peu ça pareil en fait. Je me dis, mais je vais avoir une visibilité dans Libre Belgique. Je vais avoir une visibilité sur cette émission avec Jean-Jacques Delowe. Je vais faire des rencontres au sein de BX1 certainement. J'aime beaucoup ce qu'ils font chez BX1. Quand je prépare une émission politique avec Gilles Van Den Burg ou avec Barbara Tracht, quand je prépare ces émissions-là, je bois, je consomme toutes les interviews qui sont sur BX1, et donc j'aime beaucoup ce qu'ils font, et je vois ces futures rencontres que je vais faire là-bas. Avec d'autres podcasters alors. Non, ce sera un podcasteur par émission, mais les rencontres que je ferai au sein de BX1, les rencontres que je ferai par les gens ça m'est déjà arrivé, des gens qui me voient dans la presse et qui du coup ont envie de me parler. Et je fais des rencontres super intéressantes vis-à-vis de ça. De nouveau, quand je disais, c'est un podcast qui est intéressant à faire pour les sujets, mais aussi pour les rencontres que ça me procure. Bien sûr. Et donc je vois ça aussi, je vois ça comme ça, quoi. C'est the friends we made along the way, et les rencontres que ça peut me procurer. Je suis très intéressé de voir tout ce que ça peut me procurer. D'accord. Donc on verra ce que l'avenir me réserve à ce niveau-là. Et donc l'année prochaine, tu auras mais on sait pas. An, non, on ne sait pas, mais où tu te vois dans un an avec 70 minutes avec. Mais je sais vraiment pas, mais en fait, voilà, c'est toute la difficulté, c'est que ça me procure un plaisir intense, mais ça me procure pas d'argent. Ouais. Ce qui serait génial, ce serait que toutes ces rencontres, tout ce travail, en fait, voilà, c'est un truc que j'ai pas encore l'occasion de dire, mais il y a de plus en plus de gens qui écoutent 70 minutes avec, et je me rends compte que les gens qui aiment, j'ai l'impression que les gens qui aiment le plus 70 minutes avec sont en fait eux-mêmes des journalistes belges. Ah oui. Et donc ça fait des rencontres intéressantes, mais je peux pas. Mais je peux pas me dire en fait tiens pourquoi est-ce qu'on bosse pas ensemble, parce qu'il y a ce truc très c'est pas sectaire mais c'est très fermé et on en parlait avec Martine Simonis, de dire non, journaliste professionnel, pas d'activité commerciale sur le côté. Toi Guillaume, tu es je l'ai pas dit, mais donc Quick Lyric, et puis à côté de ça je suis informaticien freelance, je code et puis je facture les gens, et ça, c'est pas compatible avec le journalisme professionnel. Et donc, il y a ce truc de dire, moi, j'aimerais bien écrire des articles et être payé pour ça, ou bien j'aimerais bien aller interviewer des gens pour la première, ou je sais pas quoi. Enfin, toutes des publications que j'aime bien. C'est très fermé, en fait. Et donc, dans un an, peut-être que tout ça aura évolué. Et ce qui, moi, me ferait rêver, ce serait de pouvoir utiliser cette passion qui est la mienne, et sur lequel je passe beaucoup de temps à préparer ces émissions et à préparer ces chroniques et à préparer tous ces trucs-là. Peut-être que dans un an, tout ça aura évolué. Et c'est un peu mon pari, en fait, de me dire, je sais pas où j'en serai dans un an, mais je tente des trucs, je fais des rencontres, et je m'investis dans ce truc. Peut-être que ça ne sert à rien professionnellement, mais humainement, en tout cas, ça j'ai aucun doute j'ai aucun regret. Je suis certain que c'est très rentable. C'est ça.
Est-ce qu'on peut te solliciter pour des sujets? Ben, je t'ai dit, hein, parfois on me propose des sujets d'émission, on me propose des invités. Parfois, ça donne des invités exceptionnels. Le meilleur exemple de ça, c'est Charlotte Béliard. Donc, c'est Myriam qui, à la fin de 70 minutes avec Myriam Leroy, ben, elle m'a dit, tiens, tu dois interviewer Charlotte Béliard. Super épisode. Donc, si vous avez un excellent goût comme Myriam Leroy, mais vous pouvez proposer des épisodes. Et d'autres l'ont fait depuis. Et ça peut faire des super épisodes. Donc oui, vous pouvez me solliciter pour des épisodes. Super. Ça ne veut pas dire que j'accepterai forcément, comme tu as eu l'occasion de le constater, parce que je n'ai pas interviewé. Voilà, Damien Van Acter. Voilà, tout à fait, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée qui est... Il y a un truc de fondamentalement autistique dans ce podcast. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse, ça? Est-ce que c'est un... Oui. Pourquoi est-ce que tu as consacré 3 ou 4 épisodes? Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose à dire, je pense, sur le fait que tu te parlais de détecter le bug de la matrice, puisque finalement c'est ça en fait. Ouais. La question de la pilule rouge, la question de je vais comprendre, déconstruire en fait toutes ces choses. Par exemple le patriarcat, par exemple d'anticléricalisme, des choses comme ça. Voilà, il y a effectivement une volonté de déconstruire les choses. Ou alors, voilà, le plus simple, c'est, tiens, pourquoi est-ce qu'en Belgique, on n'est pas entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'on est très fort dans cette culture des conventions, tout ça? Bon. Il y a effectivement un truc de fondamentalement autistique, je crois, dans 70 minutes avec, parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement autiste chez moi. Et l'autisme fait que, donc si tu veux, si je veux faire une petite métaphore, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté ces épisodes-là. Si je devais parler de l'autisme en une petite métaphore, très maladroite, si on imagine une fourmilière où toutes les fourmis communiquent entre elles sur une fréquence, elles savent toutes où elles doivent aller, elles ont une mission, elles doivent aller récupérer le petit bout de pain et puis elles doivent le ramener à la fourmilière et puis elles doivent accomplir la mission. On imagine parmi toutes ces petites fourmis quelques fourmis qui communiquent mais pas tout à fait sur la entre guillemets sur la bonne fréquence, sur la fréquence qui est la fréquence principale. Et du coup, petit souci de communication. Comprend pas trop ce que veulent dire les autres, il y a un petit bug, bon, ça va, elles comprennent grosso modo ce qu'il faut faire, mais voilà, petit bug de temps en temps, elles sont fondamentalement différentes. Et du coup, des choses dans notre société qui sont déconstruites comme l'hétéronormativité, le sexisme ambiant, l'handiphobie, toutes ces choses-là, les personnes qui sont autistes, c'est pas intuitif pour eux. Ça l'est beaucoup moins que pour les neurotypiques. Et du coup, moi, j'ai un petit peu, ce qu'on pourrait appeler un pouvoir magique, de voir ces choses-là et de se dire, non, mais comment ça se fait, en fait? Ouais. Alors que peut-être un autre verrait ça et faire, bah oui, c'est normal. Bah oui, quoi. C'est quoi le problème? Ouais. Moi, je vais voir ces choses-là et peut-être, me dire, ouais, non, c'est quand même bizarre. Et c'est pour ça qu'il y a un appel d'air, je crois, entre autisme et journalisme. J'allais dire autisme d'investigation, mais ça c'est ça. Tu viens de l'inventer. Non, mais c'est ça. Oui, voilà, j'ai pas fait exprès. Je crois qu'il y a un appel d'air, ouais. Ouais, et donc ça, tu tires une satisfaction d'avoir découvert ça, de voir que tu arrives de faire avec ce pouvoir magique, mais quelle satisfaction, de belles rencontres, enfin d'aller au-devant de belles rencontres et de faire des belles interviews et d'en faire. La satisfaction que je tire, c'est sans doute, mais on parlait de ça avec Julie, c'est ce qu'on appelle le process d'individuation, ce que les neurotypiques connaissent plus. Je ne sais pas, j'ai pas encore 40 ans, mais apparemment c'est la crise de la quarantaine pour les neurotypiques, et c'est ce que les autistes connaissent beaucoup plus tôt. Ah ouais. Et donc, est-ce que je tire une satisfaction plutôt que de me sentir moi mal à l'aise et différent et incompris, et d'être tout le temps en perpétuelle souffrance, de me dire je comprends pas cette société qui m'entoure, ça, être arrivé à ce stade de ma vie où je peux dire que c'est moi qui remets en question, c'est qu'il y a finalement une approche très libre examen, très ULB, ça c'est plutôt cool, quoi, d'arriver d'être, mais ça c'est pas tellement en rapport avec le podcast, c'est très humain, quoi, c'est très arriver à une étape dans ma vie où j'arrive à remettre les choses en question
Et c'est finalement cette démarche de remettre les choses en question, essayer de les comprendre, qui fait que je me balade avec mon micro et que je vais rencontrer les gens et que je pense que ça fait dans un notre podcast, société, on a besoin de gens qui vont un peu à rebrousse-poil et qui posent les bonnes questions. Ouais. Ça n'est pas officiel, mais quelqu'un comme Edward Snowden, les spécialistes dans la communauté, les psychologues, les psychiatres le soupçonnent très fort qu'il le soit. Le rapport à la vérité, le rapport à une certaine pureté, de se dire mais non, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça ne devrait pas. Et dénoncer les injustices, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement autistique, mais que les autistes font beaucoup. Même chose pour Greta Thunberg, par exemple, qui ne comprend pas du tout, et elle a raison. Ne comprend pas pourquoi l'écologie est aussi peu célébrée. Voilà. Donc je sais pas si ça répond un peu à la question. Non, mais moi je trouve que c'est des choses que je m'étais pas rendu compte, et c'est apparu un peu dans ton épisode, ces aspects, les incohérences qui apparaissent très vite. Et donc voilà, encore bravo de cette capacité que tu as à détecter ces choses-là au service de problématiques sociétales et en invitant des personnes, des spécialistes en ce sujet. Mais c'est effectivement, je crois, on arrive un petit peu au cœur de la raison pour laquelle j'avais envie qu'on passe 70 minutes ensemble aujourd'hui. Parce que je voulais qu'on touche un petit peu à ça. Pourquoi je fais 70 minutes et 70 minutes avec. Et je crois qu'on y est arrivé. Donc merci beaucoup. Avec Julien. plaisir. Avec plaisir. Merci Guillaume. C'était super. Merci à toi. Au revoir. Et c'est déjà tout pour ce débrief de la première saison. Comme on l'a dit, on lance également aujourd'hui le premier épisode de la deuxième saison, donc ça y est, c'est aujourd'hui, on est reparti. Je sais que j'ai pris une pause prolongée de manière un petit peu imprévue, désolé pour ça. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode un petit peu spécial, et éventuellement à me proposer des idées d'invités, puisque j'en cherche toujours. Dans les semaines qui viennent, on va aborder plein de sujets super intéressants, comme par exemple le mythe de la virilité avec Olivia Gazalet. À très bientôt!